Docteur Synapse. Aujourd'hui, nous détaillerons un sujet extrêmement important qui est l'œdème pulmonaire aigu d'origine cardiogénique. D'abord, la pathophysiologie. Au niveau pulmonaire, l'alvéole est entourée de l'espace interstitiel en verre et tout autour, le capillaire pulmonaire permettant les échanges gazeux. Le débit net transvasculaire filtré est régulé par la fameuse équation de Frank-Starling, qui dépend d'abord de la pression hydrostatique moyenne entre le capillaire et l'espace interstitiel, ainsi que de la pression oncotique moyenne interstitio-capillaire, et aussi de la perméabilité hydraulique. À l'état normal, le flux net est positif, avec passage de liquide du capillaire vers l'espace interstitiel. Cette petite quantité va se diriger vers les lymphatiques, dont le rôle est l'évacuation du filtrat transvasculaire hors du poumon. Imaginons une situation lors de laquelle la pression capillaire est très augmentée. Ceci entraînera une augmentation du flux net transsudatif qui dépasse les capacités d'évacuation lymphatique, entraînant un œdème pulmonaire. Théoriquement, il existe 3 stades d'œdème pulmonaire. Lors du stade 1, nous aurons une augmentation de la pression capillaire, entraînant une redistribution vasculaire. À la radio du thorax, nous pouvons observer une cardiomégalie, qui est un argument en faveur de l'origine cardiogénique de l'œdème pulmonaire. Ici, on observe une augmentation du ratio artère sur branche pulmonaire, qui représente un signe de congestion vasculaire, c'est-à-dire qu'il y a trop de liquide dans les vaisseaux. De plus, on peut observer une céphalisation, qui veut dire l'apparition des vaisseaux à l'apex qui sont normalement non visibles, et ceci dû aussi à la congestion vasculaire, c'est-à-dire trop de liquide dans les capillaires pulmonaires. Le deuxième stade correspond au passage du liquide des vaisseaux pulmonaires vers l'espace interstitiel. Le deuxième stade correspond à l'œdème interstitiel. À gauche, un cliché normal et à droite, un stade 2. On observe à droite une augmentation du diamètre des vaisseaux associée à des contours mal visualisés, qui montrent que le liquide est en train de quitter les vaisseaux. Nous observons également des lignes B de Kerley et un épaississement de la scissure oblique. Ces critères radiologiques sont en faveur du passage du liquide des vaisseaux vers l'espace interstitiel. Le stade 3 correspond au passage du liquide de l'espace interstitiel vers l'alvéole qui va être noyé. Nous sommes face au dernier stade, œdème alvéolaire. À la radio du thorax, nous pouvons aussi observer une cardiomégalie, un élargissement du pédicule vasculaire, qui est un signe très suggestif d'œdème pulmonaire dû à la congestion vasculaire importante. Ici, on observe également un bronchogramme et vous remarquez que cette radio du thorax a un aspect en aile de papillon, qui est un signe typique d'œdème pulmonaire. De plus, l'aspect cotonneux de cette radio du thorax montre bien la présence de liquide dans les alvéoles. Vous pouvez également rechercher un épanchement pleural qui est souvent associé à un œdème pulmonaire cardiogénique. Quels sont maintenant les facteurs qui prédisposent à l'œdème pulmonaire cardiogénique? Il est tout à fait logique de penser en tout premier au cœur. Je vous présente 3 boum-boum normaux.
La cause la plus fréquente d'OAP étant une dysfonction systolique, qui correspond à une dilatation du ventricule gauche, entraînant une diminution du débit cardiaque, pouvant ainsi se compliquer d'œdème pulmonaire. La dysfonction diastolique correspond à une diminution de la compliance du ventricule gauche, ce qui réduit son remplissage, et ainsi qu'une augmentation de la pression diastolique, pouvant se compliquer aussi par un œdème pulmonaire. Les pathologies valvulaires telles que la sténose mitrale ou le myxome peuvent entraîner une obstruction à l'éjection du sang et pouvant également se compliquer par une dysfonction diastolique ou systolique à plus long terme. Les pathologies rénovasculaires et plus particulièrement l'hypertension chronique due à la sténose artérielle représentent un facteur prédisposant à l'œdème pulmonaire. Quels sont maintenant les facteurs précipitants qui vont entraîner cet œdème pulmonaire? Pensez à l'ischémie ou à l'infarctus, dû à une coronaire qui peut être obstruée. L'ischémie aiguë du myocarde peut entraîner une altération brutale de la fonction systolique, entraînant une diminution du débit cardiaque et une augmentation des pressions de remplissage, et ainsi qu'un œdème pulmonaire. La même chose au niveau de la dysfonction diastolique. L'ischémie ou l'infarctus peuvent aussi entraîner une rupture des cordages avec insuffisance mitrale aiguë. Prenons l'exemple de l'insuffisance mitrale aiguë. La régurgitation importante de sang va entraîner au niveau pulmonaire un OAP. L'endocardite peut également entraîner une rupture de cordage. Une crise hypertensive peut entraîner une augmentation de la post-charge, faisant décompenser une insuffisance cardiaque en OAP. Les troubles du rythme peuvent aussi faire décompenser une insuffisance cardiaque. Et en dernier, pensez aux médicaments, tels que l'arrêt du traitement, de diurétiques par exemple, la présence de bêta-bloquants, un régime riche en sodium, qui peuvent entraîner une surcharge volémique. Afin de vous tester, nous allons réfléchir à un cas clinique. Ahmed est un homme de 35 ans d'origine algérienne qui vit en France depuis 15 ans. Depuis 2 mois, il présente une dyspnée survenue initialement à l'effort. La dyspnée est maintenant permanente depuis quelques heures, associée à une orthopnée. Fréquence cardiaque 105, fréquence respiratoire 35, tension artérielle 110-80, température 37 degrés Celsius. Il présente des râles crépitants dans l'ensemble des champs pulmonaires, un souffle holosystolique de l'apex irradiant dans les selles à 4/6 avec un B3 surajouté, des œdèmes des membres inférieurs, des jugulaires turgescentes et le patient est légèrement somnolent. Quels examens allez-vous demander? Réalisez une pause afin que vous puissiez réfléchir. Réalisez une gazométrie, une radiothorax et un ECG. Voici le résultat des examens que vous avez demandés. Je vous laisse réfléchir à ce cas clinique. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.